Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir à cette discussion entre l'artiste Georgia Russell, ici à la Galerie Carsten Grewe, et Aurélien Foyer, philosophe, sociologue de l'imaginaire et l'auteur du livre « La vie des objets, les métiers d'art, une écosophie pratique ». Cette discussion marque aussi la fin de l'exposition Cells of Light de Georgia Russell ici à la Galerie, qui va se terminer plus précisément ce dimanche. Donc cette exposition s'appelle Cells of Light. Cell, c'est la cellule organique, le tissu vivant, la vie. C'est l'alvéole de la ruche, mais c'est aussi le celluloïde, le tout premier matière plastique apparu en 1856. C'est la cellule du moine, une petite chambre, le confinement d'un prisonnier, ou au contraire, un groupe d'individus. Et c'est enfin le téléphone cellulaire qui nous accompagne tous les jours, dont l'extraction des minerais qui les composent, les recharges de sa batterie et l'utilisation ne sont pas conséquents, en fait, ont des conséquences sur notre environnement. Georgia, avec ton scalpel, tu crées des cellules de l'air, tu laisses entrer la lumière et avec ce mouvement très rythmé, presque mantrique, tu découpes des morceaux en fait dans tes tableaux, mais au lieu de détruire, tu crées cet espace lumineux qui permet après aux spectateurs de s'évader et d'entrer dans d'autres univers, dans ton univers. Cette discussion aujourd'hui va aborder donc ce geste dont je viens parler, ce geste d'une dimension, enfin la dimension technique du geste, mais aussi la dimension symbolique de ton geste et aussi la mémoire qui se trouve dans ce geste. On va parler aussi avec Aurélien. Et on va aussi regarder de plus près la matière, cette matière que tu utilises ici. Tu as utilisé aussi d'autres matières cette fois-ci. Et on va aussi observer ce message environnemental qui est quand même très présent cette fois-ci dans cette exposition. Les dernières 10 minutes sont donc réservées après à vos questions, donc n'hésitez pas à poser, à profiter de cette présence de Georgia Russell et Aurélien Foyer de poser vos questions. J'aimerais aussi juste faire remarquer que Aurélien Foyer, il est philosophe, il est sociologue de l'imaginaire, mais il a aussi une formation de marqueterie et d'ébénisterie. Donc en fait, il connaît bien ce geste d'artiste et ce processus créatif. Donc vous parlez en fait aussi de la pratique en fait finalement. On va entrer donc dans cette exposition. Bienvenue donc dans Cells of Light. Cells of Light dit déjà beaucoup sur cette lumière qui est très très présente en fait dans ton œuvre. Cells of Light est aussi un extrait d'un poème de l'écrivain Graham Besançon, qui a été composé donc en écho de cette exposition. Tu crées cette lumière en découpant dans tes toiles un geste qui peut paraître finalement violent, physique, destructeur, et tu dis toi-même, l'incision et les découpages sont des actes créateurs et non pas destructeurs. Oui. Donc, oui, le geste, donc on est là pour parler un peu de ce geste qui enlève partie de mon peinture, en fait. Je les appelle les peintures, et mon découpage, c'est comme si j'ai un pinceau à la main, pas vraiment un couteau. Ce qui est intéressant quand je découpe, c'est cette idée de toujours être en train de perdre quelque chose, parce que je perds une peinture que j'ai pris du temps à faire, j'ai choisi des couleurs, et quand je découpe, j'enlève les morceaux, je perds plus que la moitié de mon composition. Mais en perdant constamment quelque chose, on est forcé à gagner autre chose.
et je pense que c'est ça qui est nos vies de tous les jours, de l'existence même. Et c'est ça qui me pousse à aller plus loin avec le travail. Aussi, quand tu découpes, tu crées plutôt presque un surface objet que tu peux voir derrière quelque chose ou en dessous quelque chose. Donc, il y a des idées de l'inconscient ou les choses qui sont en dessous un sujet qui est assez actuel avec tout ce qu'on lit en ce moment, ou tout ce qu'on voit. On ne sait pas si c'est la vérité ou pas. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière, caché, à rechercher, à voir de plus près dans tous les textes qu'on lit, dans les nouvelles. On est bombardé avec et on ne sait pas trop à quoi on peut croire. Donc si physiquement on rentre dans une surface, on peut peut-être découvrir derrière la vérité ou l'espoir, la lumière, l'air. Donc la lumière, c'est aussi un symbole en fait de la vérité en fait que tu essaies de révéler avec ce geste. Peut-être, oui, c'est que tu pratiques quelque chose de révélation, oui, sur tes justement, tableaux. Ouais. Et effectivement, en fait, au lieu de subtraire, en fait, tu ajoutes en fait finalement une sens de plus. Et ça me fait penser, Aurélien, à une citation qui se trouve en fait dans votre livre quand vous parlez du geste. Vous dites « Au-delà de son aspect opératif, le geste possède une dimension symbolique, ou plus précisément une dimension significative. Il fait sens, il crée du sens. C'est en cela qu'il est plus qu'une simple manipulation matérielle. » Oui, je rebondis sur ce que dit Georgia de son geste. Il y a en philosophie, chez les Grecs, le mot pour dire vérité, c'est aletheia. Et aletheia, c'est composé de l'alpha privatif et de l'été, le fleuve l'été, qui est le fleuve oubli en fait, celui par lequel les âmes passent avant de s'incarner dans des corps. Et du coup, aletheia, la vérité, c'est l'idée du dévoilement. C'est l'idée du ressouvenir. Et finalement, ce que Georgia nous dit de justement ce geste qui ouvre des rythmes, qui ouvre sur un inconscient, sur quelque chose qui était voilé, caché avant, manifeste aussi, je pense, ce que les gestes artistiques portent en eux, c'est-à-dire cette dimension symbolique, signifiante. Et puis moi il y a une chose dans le geste technique de l'artiste qui me frappe toujours, c'est le fait que le geste technique en fait c'est la façon qu'on a aussi de toucher le monde qui nous entoure. C'est avec lui, c'est par le geste technique qu'on rentre en relation avec la matière. Et justement, la lumière, c'est aussi de la matière. Elle est à la fois onde et corpuscule, et donc la travailler au même titre qu'on travaille, comme Georgia le fait, les couleurs, les textures, finalement, c'est tout à fait légitime, compréhensible pour un artiste. Et ça manifeste, encore une fois, je trouve, cette capacité qu'a l'espèce humaine de toucher le monde par le geste technique qu'elle pratique, et aussi bien des gestes très quotidiens et anecdotiques, comme la marche. Marcher, c'est une façon d'épouser le sol. Quand on marche dans la forêt, on n'a pas les mêmes sensations que quand on marche dans la ville. Et peut-être justement que ton geste, en fonction des matières que tu travailles, est aussi un peu différent dans les sons qu'il produit. Oui. Tout à fait, il y a un drôle de bruit dans l'atelier quand je découpe sur métal. C'est la seule matière qui résiste à toutes ces répétitions, parce que oui, c'est presque la même forme que je répète tout le temps, c'est le surface qui change. Et oui, le rythme de la musique, de la découpe est très sympa, ou énervant, ça dépend qui est là. À la fois, c'est une vraie partie du travail, oui. Ouais. J'imagine que ça manifeste du coup aussi un
un état, un état d'âme, Oui, c'est-à-dire oui, un énervement, une excitation, une sensibilité, en fait, une affection. tout à fait, oui. Et voilà, la matière, elle devient intéressante pour nous à partir du moment où elle nous touche, en fait, Oui, oui, au sens oui. voilà, affectif du terme. Oui, j'ai l'impression que j'étais là à ce moment-là. Je vois mon trace et là, après que je pars, j'ai fait une œuvre que je garde pour moi, et ce qui est un peinture abstraite qu'elle a fait ma fille, et qui est juste les couleurs, les écribouillages, et je l'appelais Toi et moi, parce qu'elle a fait quelque chose, et moi je suis allée après avec mon geste à moi. Et c'est nos deux gestes qui existent au même temps, dans le même objet. Et c'est exactement ça qui traverse le temps, qu'on peut visiter, oui, comme les peintures au Louvre, comme les touches de peinture. C'est comme voyager dans le temps. On peut voir qu'un tableau de Leonardo, c'est lui qui a touché, c'est personne d'autre, donc on est presque avec lui. Bon, il y a ce mémoire du geste, en fait, qui se transmet de génération à génération et d'esprit à l'esprit. Oui. J'aimerais, en fait, Aurélien, tu as parlé tout à l'heure de cette fleuve, en fait, cette symbole de la fleuve, et j'aimerais bien attraper ce mot parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans cette salle entourée par ces tableaux magnifiques. Et il y a justement ce symbole de la rivière, en fait. Et j'aimerais bien, Georgia, qu'on profite tous, en fait, de ce moment ici, dans cette salle, et que tu partages avec nous ce moment, en, je pense, 1979, quand tu es venu à Paris pour une résidence d'artiste. Oui, c'est ça. 99, quand même. Merci. J'ai dit 79, pardon. Non, ça va encore. Ça aurait été sympa, peut-être en 79 aussi. Mais 99, pardon. Oui, donc la fleuve, la rivière, c'est un thème qui revient dans mon travail. Je suis arrivée, à Paris pour une résidence d'artiste. Et j'avais 22, 23 ans, mon avenir était devant moi et je parlais pas français, et je me suis baladée, marché beaucoup à Paris, sur le bord de la Seine, où j'ai découvert les bouquinistes et les stands de livres ouverts en plein air à côté d'une fleuve, la Seine, avec tous les écrivains, tous les écrivains que je ne connaissais pas, mais pour moi qui représentaient la culture française, la psychologie. Il y avait Sartre, Proust, à côté de beaucoup des écrivains, l'un à côté des autres, en plein air, à côté d'une fleuve. Et pour moi, c'était très, très symbolique, très riche et fertile. Je pensais que j'allais trouver les secrets de l'existence à Paris. Et je cherche toujours, mais... C'est peut-être ça, le secret de l'existence. C'est peut-être ça. Peut-être, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on sent cette présence de donc oui, ces tableaux sont pleins d'énergie un peu intense, ces tableaux, parce que mon travail avant, j'avais beaucoup de couleurs plus calmes. Mais je dirais que j'ai eu une révélation un peu ça s'appelle post-naturel, post-romantique, qui, après le confinement, on est revenu à un monde encore très chimique, très intégré, je peux dire, avec l'homme et la nature et l'homme sont tellement interconnectés qu'on ne peut plus extraire les choses chimiques et synthétiques de notre environnement. Donc ça a commencé à me travailler niveau couleur, et la fleuve qui a ces traits très... les couleurs fluo, les couleurs synthétiques qui sont assez... presque toxiques, en fait, oui, je dirais, tout à parfois. fait, oui. Et c'est pour ça que cette pièce, je trouve, est plein des œuvres intenses, et il y a une intensité, mais c'est cette intensité
ça me préoccupe en fait dans la nature. On sent la tension. En fait, l'autre jour, justement, on parlait de cette tension qui s'exprime aussi par ton geste et qu'on le sent en fait aussi dans ces tableaux. Et c'est vrai que ce message environnemental dont tu parles, en fait, de ta balade en fait, dans la nature, et finalement, tu nous parlais que tu étais déçu que finalement, dans cette nature, tu trouvais toujours une bouteille qui était cassée ou une mégot de cigarette. Finalement, en fait, tu essayais d'exprimer en fait, aussi cette sorte de message en fait, environnemental dans tes tableaux. Et en regardant de plus près, on voit justement, à part en fait, ces couleurs toxiques, tu ajoutes aussi des morceaux de déchets, ou je dirais de rebuts, en fait, d'autres tableaux dans ce tableau en petits détails. Qui vient dans la fleuve de chaque pièce, en fait. C'est juste vraiment des rebuts qui sont par terre, je les remets dans les négatifs, revient dans les peintures et sont attrapés dans cette fleuve. Mais ça vient de moi aussi. Je ne voulais pas sortir et chercher les choses dans la nature ou dans une vraie rivière. C'est quelque chose qui vient de moi, de mon geste et peut-être mon déchet à moi aussi. Ça me fait penser, parce qu'il y a une dimension paysagère dans ces tableaux. Oui. Et il y a un géographe moi, que j'aime beaucoup qui s'appelle Augustin Berck et il définit la géographie alors encore du grec ancien, désolé j'ai un petit dada étymologique mais ce n'est pas grave, je me soigne. Géographie c'est géo et graphein, géo c'est la terre et graphein c'est du coup la trace, l'écriture. Il nous dit du coup la géographie c'est l'étude des traces que la terre laisse sur l'humanité, que l'humanité laisse sur la terre, et lui c'est comme ça en fait qu'il lit les paysages. Et ce que vous venez de dire toutes les deux sur finalement il n'y a plus de paysages vierges d'empreintes humaines, vierges de traces humaines, bah, ça fait quand même paysage. Et du coup comment on en rend compte, comment ça vient peupler nos imaginaires, nos promenades, et comment d'une certaine manière ça c'est un peu bizarre peut-être de le dire comme ça, mais ça refait nature aussi. C'est-à-dire que en le réintégrant dans quelque chose de contemplatif ou de descriptif, on réintègre bah voilà, le rebut dans une culture visuelle, dans la nature. Oui, tout à fait. Et en regardant de plus près aussi, d'ailleurs je vous invite après de regarder les tableaux aussi de plus près parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Tu nous as parlé aussi de ce jeu avec de la peinture qui coule en fait, ces coulures parfois avec lesquelles tu joues beaucoup. Oui, donc c'est un peu pour moi la peinture, c'est aussi c'est une force de nature, la peinture même. C'est presque vivant tout seul. Quand tu commences à vraiment travailler la peinture, il t'amène quelque part. On sait tous, on aime bien mélanger et après tu découvres que tu peux faire autre chose et puis c'est infini après ça. Donc oui, les coulures, c'est tout moi qui gère, qui bouge, qui choisit mes couleurs, mais à la fin, il y a des couleurs noires ou d'autres couleurs que je mets le tableau en vertical et puis je laisse couler l'encre et il prend sa propre chemin cette fois-ci. Donc pour une fois, la peinture, il prend sa direction à lui-même et je ne sais pas s'il va couler comme ça, ça dépend de mes découpages, mais c'est vraiment un travail à deux, comme ça, la peinture qui soit contrôlée par moi, mais qui est comme l'eau ou comme une autre matière vivante qui prend son propre chemin avec la gravité ou les formes existantes déjà. Comme une sorte de dialogue, en fait, presque. Oui, tout à fait, c'est vraiment ça. En fait, quand on t'en parlait, en fait, on a vraiment l'impression que tu es dans une sorte de méditation, en fait, entre toi et une sorte de dialogue méditatif entre toi et ton tableau, en fait, tes matières. C'est comme si la peinture a son propre
personnalité et tu joues avec tous les jours et comme un enfant, tu donnes les règles, mais il peut prendre quelque chose comme ça ou comme ça, tu sais pas. Et après, il faut suivre, il faut s'adapter. Il faut pas louper un petit hasard qui peut être intéressant. Ou des fois, tu peux prendre un chemin qui n'est pas du tout le bon et puis vous revenez et dire non, c'était ça. C'est très intéressant comme procès. Ouais. Et on parle de nouveaux chemins et matières, et j'aimerais bien parler de cette nouvelle matière, entre autres, que tu as essayé, c'est l'organza. Oui. Qui est d'ailleurs une matière extrêmement difficile à travailler, surtout avec un scalpel. Oui, donc, surtout c'est un organza synthétique. Donc pourquoi l'organza synthétique? Oui, c'est statique aussi. Je commençais avec le poète, avec lequel il faut vraiment prendre le temps de lire après ça, le poème qui est ici, on focalisait sur tous les synthétiques qu'on a autour de nous. Et pour moi, polyester, c'est un des premiers polluants ou les choses que je porte, c'est partout le polyester. Donc, et puis la transparence. Donc, je vais direct dans une matière avec laquelle je suis préoccupée. Donc, c'est la transparence, bien sûr, qui est intéressant avec le découpage aussi, et cette idée de presque qualité immatérielle avec l'organza. Une fois découpé, tu ne vois plus si j'ai découpé ou pas. Donc, l'œuvre devient presque comme une apparition. Tu ne vois pas ce qui se passe vraiment dedans, juste que vous êtes prêt. Un peu aussi comme des choses chimiques dans la nature. On ne sait pas ce que c'est là, mais c'est là. Donc, il faut regarder de près ou de loin. Les choses sont très différentes. Donc, l'organza, oui, comme ça, je pourrais vraiment jouer avec cette... comme un nuage, il n'y a pas entre le solide et le oui, et le non-existant. Donc, c'est sympa de jouer avec ça. Et puis, c'est assez drôle aussi. Pour regarder un de ces travaux en organza, on va... rien. Et puis après, il faut investir, il faut être comme un détective, il faut vraiment aller de loin. C'est quoi? Et surtout pas sans lunettes. Et c'est ça qui est très intéressant. Et ça, changeant avec la lumière, c'est magnifique. Et pendant une demi-heure, cet organza dans mon atelier était vivant parce que le soleil l'attrapait. Et puis, c'est comme une pièce, ou une partie d'un jardin où pour une heure par jour, ça vit parce que le soleil le touche. Le reste de la journée, on ne le voit pas. C'est juste pendant cette heure-là ou demi-heure qu'on voit le tableau. Donc, tous ces jeux sont très intéressants aussi. C'est vrai d'ailleurs, en fait, quand on regarde les œuvres en organza, on voit ce jeu aussi de lumière, de l'ombre, et il y a quelque chose, on dit la transparence, le rien, mais en même temps, il y a beaucoup en fait derrière, finalement. Oui. Et Aurélien, l'autre jour, quand on a fait en fait cette conversation entre nous, et on parlait justement des matières et aussi de l'organza, en fait, justement. Vous avez parlé de Gaston Bachelard et sa théorie de la phénoménologie primitive de l'affectivité. Oui, en fait, Bachelard, il étudie ce qu'il appelle la poésie matérielle, c'est-à-dire le fait que les matériaux, les matières, en soi, elles sont ni intéressantes ni pas intéressantes, en fait, elles sont neutres, et elles deviennent quelque chose à notre contact, justement parce qu'on leur associe une affection. Alors, phénoménologie primitive de l'affectivité, c'est ça que ça veut dire, en fait, c'est que quand on touche ou quand on regarde ou quand on découpe, on perçoit une dimension matérielle ou immatérielle, comme la lumière, et elle nous affecte. Et en fait, dans cette association, pour Bachelard, c'est là qu'apparaît le réel, en fait. Pour lui, le réel, c'est une association d'une réalité objective, neutre, non qualifiée, et de notre imagination, de notre affection. Et tout ce que Georgia a décrit sur aussi bien les coulures de peinture
qui viennent manifester comme une agentivité de la matière, que je pense tous les artistes qui travaillent, quelle que soit la matière d'ailleurs, le sentent, c'est-à-dire il y a du répondant, quoi. Et des fois, si c'est du métal ou du bois, c'est physique, c'est immédiat. Quand tu découpes, j'imagine, il y a aussi cette tension-là qui se libère, qui crée cette intensité aussi. Et puis il y a aussi des choses plus délicates, plus légères, comme les coulures, comme ce que tu décrivais, l'organza, cette apparition, disparition. Et ça me faisait penser aussi, on en avait parlé aussi de ce que dit, de la façon dont Alfred Gell, qui est un anthropologue, définit l'art. Pour lui, l'art, c'est la technologie de l'enchantement. C'est-à-dire, on est face à une œuvre, et comme tu le décrivais très bien, en fait, on est rendu attentif parce qu'on ne comprend pas. Et du coup, effectivement, comme un détective, comme peut-être quelqu'un en analyse qui essaye de comprendre l'origine de l'œuvre, ce qu'elle signifie, ce qu'elle vient raconter, on prête une attention particulière. Et encore une fois, je pense que dans le geste artistique, quand je dis toucher le monde, c'est aussi ça, en fait, c'est avoir une attention particulière aux choses qui nous entourent et aux affections que ça provoque en nous. Oui, c'est tout à fait ce que je voulais dire. Parfait. Merci. Mais effectivement, ce d'organza, en fait, est aussi probablement un clin d'œil à ce message maintenant environnemental dont on va parler. On parle de l'industrie textile, en fait, qui pollue aujourd'hui énormément notre environnement. Je pense au niveau mondial, c'est 19 à 20%. J'ai lu d'ailleurs, en fait, en Chine, presque 70% de l'eau est polluée par l'industrie textile, donc c'est affreux. Et c'est vrai que l'organza peut être peut-être aussi un symbole, en fait, de ce monde, en fait, de cette pollution, dans lequel tu découpes et finalement tu crées de sortes de respiration, presque un geste de sauvetage de cette nature qui est en train de s'étouffer. Donc c'est vrai, quand on discutait l'autre jour, vous m'avez aidé à avoir cette révélation qu'en fait, mettre les découpages, les vides, c'est aussi laisser passer l'air, de faire respirer la surface, cette surface qui peut être étouffant. Et cette idée de organza polyester qui est étouffant. Donc je mets des vides qui pour moi sont comme des ouilles, on dit, ouilles des poissons. Et en fait, c'était en parlant que j'ai eu un souvenir d'enfance de ma mère en Écosse. Mon grand-père, il pêchait dans les rivières écossaises à l'époque, peut-être pas trop polluées. Et elle avait le poisson dans le bac et elle disait, regarde, on peut lui faire respirer même s'il est mort. Et elle appuyait et les ouilles, ils ouvraient, ils fermaient. Et ça m'a resté vraiment jusqu'à longtemps dans la tête. Et quand on parle et les sensations aussi de couper, d'enlever, ça, c'est un relavateur. C'est un très bon exemple de phénoménologie primitive de l'affectivité. D'accord, très bien. Parce que c'est vraiment cette association-là entre une perception, une image qui nous a frappés et qu'on va ensuite réinterpréter et qui va nous permettre de donner un autre sens à autre chose. L'exemple que je prends toujours, c'est celui de regard de braise. Dans un regard de braise, il n'y a pas de braise. Et dans du feu, il n'y a pas de séduction, il n'y a pas d'amour. Mais tout le monde comprend très bien ce que c'est qu'un regard de braise ou, comme dit Bachelard, de faire du feu avec de l'amour. Finalement, ce que tu décris avec les ouïes, cette expérience enfantine qui vient se manifester là, en fait, c'est un peu la même chose. C'est produire des regards de braise. Oui, tout à fait. Oui.
C'était intéressant, en tout cas, je trouve, l'autre jour qu'on a fait cette visite avec toi, d'arriver en fait finalement à cette souvenir d'enfance, effectivement, qui s'exprime aujourd'hui en fait à travers, à travers ton œuvre. J'aimerais bien qu'on reste donc sur ce regard sur l'environnement et que tu exprimes d'ailleurs, que tu soulignes encore plus avec le travail que tu as fait sur le livre de Rachel Carson, Silent Spring, Printemps silencieux. Donc Rachel Carson, c'est une biologiste en fait qui a écrit ce livre et qui était publié en 1962. Et qui était déjà à l'époque, elle parlait de cette conséquence des pesticides sur la nature, sur l'environnement. Et justement, elle a accusé aussi l'industrie chimique de la désinformation. Et tu te pris, en fait, cette fois-ci vraiment ce livre, en fait, pour le retravailler, pour aussi donner un message, en fait, je pense à Tout à fait, à cette exposition. Donc, je travaille le livre un peu et aussi les textes, les anciens textes. Et en 2000, quand j'étais à Paris, je commençais à utiliser les livres, à découper aussi. Et pour moi, j'avais cette livre en tête depuis un moment. J'avais découvert grâce à un podcast. Et le fait que c'était une femme aussi, qu'elle a averti un peu en premier aux États-Unis les problèmes justement avec ces polluants sur la nature, je trouvais que c'était vraiment le bon moment de mettre avec cette exposition. C'est un super texte aussi qui avait un préface dans une édition qui disait qu'en fait en enlevant beaucoup des espèces dans la nature, on est aussi en train d'enlever beaucoup de notre vocabulaire poétique. Donc, il y a des mots, des espèces de plantes qu'on va aussi oublier ou ne pas pouvoir utiliser dans nos poésies, dans nos textes aussi. Donc, tous ces jeux aussi, c'était parfait pour utiliser cette ancienne édition pour mettre dans cette exposition. Oui, parce que justement l'imaginaire, le réel dont parle Bachelard, en fait c'est aussi la grammaire du monde. C'est-à-dire que toujours pareil, ce geste technique qui nous met en contact, en relation avec les matières, nos environnements, c'est aussi celui qui nous donne justement des clés de compréhension, de lecture et de résonance, j'aurais presque envie de dire, avec le milieu. Et effectivement, quand on enlève des occasions de perception et des occasions de gestes, en fait, on appauvrit notre grammaire du monde, notre langage. On crée des vides dans les textes. C'est ça, exactement. Littéralement, oui. Oui. Je pense l'autre jour d'ailleurs, Aurélien, vous disiez à ce sujet, en fait aujourd'hui je pense qu'on demande des enfants américains des noms des plantes, en fait ils connaissent que 3, mais par contre 60 noms des marques de fast-food, en fait c'est un peu la conséquence affreuse d'ailleurs de cette c'est pas évolution. Que les enfants américains, les enfants américains sont l'exemple, mais de tous. De tous d'ailleurs. En fait, quand on compare même à nos grands-parents qui avaient une connaissance en fait de l'environnement dans lequel ils ont évolué, en fait on a quand même perdu énormément de grammaire relationnelle avec l'environnement. Moi je suis né à Paris, même si mon grand-père m'a emmené à la pêche et qui cueillait des champignons, je n'ai malheureusement pas retenu ni les noms ni les formes, mais il y a un monde effectivement qui devient absent en fait. Et ce qui est en même temps fascinant et qui rejoint peut-être ton travail, c'est que par son absence et sa disparition, il nous réapparaît. Paradoxalement, on sent l'urgence aussi de le reconstituer, de le retisser, de le faire réapparaître. Alors, toujours ce jeu d'apparition-disparition. Oui. J'aimerais, pour la fin de cette discussion,
tourner votre attention en fait sur une œuvre qui se trouve en fait juste dans une niche en fait ici que vous verrez tout à l'heure. C'est une œuvre en papier jaune. Avec des traits découpage très rythmés d'une manière régulière, mais presque minimaliste, et dont tu disais l'autre jour, Georgia, ça m'a pris 25 ans de le faire. Est-ce que finalement cette œuvre est une sorte de résumé de ta pratique artistique? Oui, je pense que j'ai eu du mal à montrer quelque chose de si simple. Mais c'est vrai qu'il dit tout à la fois, cette œuvre. C'est simplement une couleur pleine, découpée avec mon geste à moi. Et ça explique tout. Ça explique la surface, le temps, mon geste qui est seulement à moi. Et l'ouverture, la puissance, le changement, le intact et le non intact. Donc oui, et puis moi, c'est un de mes œuvres préférées aussi parce que c'est tellement moi et tellement simple aussi. Donc oui, c'est vrai qu'au début, je voulais me justifier, mais moi, j'ai des œuvres. Bon, c'est un peu comme ça l'œuvre que j'ai fait avec ma fille aussi. Mais comme vous avez dit, Aurélien, que mon geste est tellement peut-être automatique presque maintenant aussi que ça serait peut-être un peu dangereux avec le scalpel de faire aveugler. Mais presque, je pense. Automatique, c'est un mot intéressant aussi. Parce que en grec, c'est ce qui a son propre mouvement. Et c'est pas du tout en fait l'algorithme ou la machine, c'est justement en fait c'est ce que le temps permet à nos gestes. C'est-à-dire qu'à force de le répéter, de l'incorporer, il devient autoporteur ou automobile, c'est pas le bon mais il se meut lui-même en fait. Et du coup on atteint une forme de précision, de régularité, et quand on dit automatique, on a l'idée derrière qu'on le fait sans y penser. Et en fait c'est à ce moment-là que c'est devenu notre geste. Dans l'apprentissage des gestes techniques, il y a toujours cette ambivalence ou cette tension entre, je sais pas, moi quand j'ai appris à faire des queues d'aronde, j'ai commencé par copier en fait les gens qui m'ont appris à les faire. Et en fait, on sait les faire qu'à partir du moment où on s'est approprié le geste et on copie plus la personne qui nous l'a appris. Et pourtant, il y a une continuité. C'est-à-dire qu'on fait les queues d'aronde comme on faisait les queues d'aronde dans l'Égypte ancienne. Pourtant, on les fait pas exactement de la même manière. Et dans ce que vous disiez de l'expression de ce geste et du coup l'expression de vous-même, je trouve qu'il y a cette séquence aussi qui s'exprime. C'est presque, je ne sais pas si j'aime comparer avec l'écriture, parce que c'est l'écriture sans mots, ou c'est l'idée de marquer quelque chose sans dire particulièrement quelque chose. Et ça, j'aime bien cette idée, Le geste, c'est dire. Oui, c'est dire en fait. Y a pas, André Leroi-Gourhan, qui est un autre anthropologue, montre bien que c'est synchrone en fait, le langage et le geste. Ça apparaît au même moment, c'est ça qui fait notre spécificité peut-être parmi l'ensemble des espèces animales. Et du coup, quand il montre ça, il montre bien que en fait, tout langage, qu'il soit corporel ou articulé ou abstrait, c'est d'abord un outil de représentation. Et justement, peut-être que quand on s'approprie un geste qui devient automatique, qu'on le fait sans plus y penser, en fait, il finit par nous représenter nous-mêmes. Il y a aussi en fait dans ce résumé de ton geste artistique qui s'exprime donc à travers ce tableau. Je trouve en fait, on en a parlé l'autre jour, Aurélien, en fait, de l'analyse de Fernand Pouillon, en fait, que vous mentionnez en fait aussi dans votre livre, qui dit: tout artiste agissant a dans sa mine de plomb son pinceau, son burin, non seulement ce qui rattache son geste à son esprit, mais à sa mémoire. Le mouvement qui paraît spontané est vieux de 10 ans, de 30 ans. Dans l'art, toutes tes connaissances, labeur, patience, et ce qui peut surgir en un instant a mis des années à cheminer.
On retrouve le fleuve. Il y a un effet de sédimentation, finalement, et le souvenir d'enfance et l'expérience avec les bouquinistes. Voilà, on les retrouve aujourd'hui dans tous ces tableaux. Enfin voilà, Fernand Pouillon le dit bien mieux que moi, mais voilà, c'est cet effet de sédimentation. Moi, j'ai repensé après qu'on ait discuté. Il y a aussi quelque chose du palimpseste, de la superposition ou de l'hypertexte, c'est-à-dire finalement tout ça vient suggérer des liens avec des choses qui ne sont pas là. Mais qui en même temps sont rendus présents par l'œuvre. C'est intéressant ce qu'il a écrit dans un des paragraphes, Graham, le poète. Il a dit que il fait quelque chose au cas où que la répétition n'existe pas, en fait. Donc cette idée de la répétition, c'est rassurant peut-être. C'est quelque chose qui rassure que ça va reproduire. Mais et si ça se reproduisait plus, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai adoré cette ligne qui disait oui, et si ça n'existait pas, la répétition. Voilà. Donc perdre ce repère en fait, et oui, peut-être. Ouais. Je pense en fait que c'est peut-être un bon moment en fait aussi de laisser maintenant vous poser vos questions à Georgia Russell et Aurélien Fouillé sur cette exposition, sur cette discussion. Donc n'hésitez surtout pas. Je les garde depuis des années. Ils sont dans plein de boîtes chez moi, dans les ateliers. Et j'ai utilisé juste pour la première fois pour cette exposition. Et j'ai pas encore trouvé vraiment bon utilisation, mais je les garde quand même. Oui. Et ils sont classés ou ils sont... Oui. Et comment ils sont classés alors? Donc soit par photographie ou par œuvre. Oui, par œuvre souvent. Oui. Et ça vous aide à les retrouver? Oui, quand même. Ouais. Même si je suis pas super, c'est pas chaque fois, mais globalement je peux retrouver. J'aime bien voir un tableau apparaître dans un autre, par exemple. Donc je vais prendre. Oui. On est toujours dans cet élément du cycle en fait, finalement, oui. en fait aussi. Oui. Ouais. Et que les rebus sont importants quand même, les vides, je garde les vides. Non, peut-être si ça arrive, ça va m'énerver plutôt, peut-être. Parce que je dis, oh non, je vois un visage, je ne veux pas voir un visage. Mais ça me dérange pas si vous trouvez des choses dedans. Mais c'est pas le but, c'est pas Moi, je préfère que ça reste un peu confus et qu'on ne peut pas vraiment distinguer les formes dedans. Ouais. Des fois, c'est plus sculptural. Avec celle-là, c'était évident que je voulais les deux choses qui marchaient ensemble. C'est un travail sur la surface. Donc, ce n'est pas un travail sur un volume. Donc, ici, les deux surfaces sont plats. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est comme un écran où on peut clairement voir les deux niveaux. Le passage de temps ou de niveau. Et puis quand c'est une sculpture, c'est plus un volume, comme un petit sculpture, un petit objet qui a été pris dans l'eau, qui a été lavé ou abîmé par l'eau et qui est resté un peu en mouvement comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette question de sculpture et on a presque envie de voir tes œuvres en sculpture. Ouais. Je vais retourner à l'atelier et travailler, oui.
vraiment, ces œuvres, je les ai faites dans un moment, c'était un moment très intense et où j'avais vraiment tout mon temps, c'était suivre mon propre création, de me rattraper et le fait qu'ils sont pas titrés, ça montre que peut-être c'est une partie nouveau dans mon travail et que j'ai pas encore attrapé l'œuvre avant que je l'ai montrée, en fait. Là, maintenant, il y a des titres qui viennent à la tête parce que je prends plus de temps de lire. J'ai eu des discussions avec Aurélien parmi les autres et que je note et que j'ai peut-être les titres pour la suite, mais souvent avec un nouveau série où je suis complètement en création. C'est pour ça, je pense qu'ils n'ont pas des titres. Donc et j'aime bien aussi ne pas trop parler. Des fois, les titres, ça fige. J'aime bien que c'est le public de se demander qu'est-ce que c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, faire leurs propres idées aussi. Donc ça j'aime bien aussi. C'est une bonne question. Raoul n'est pas là, donc tu peux vraiment te lâcher. Oui, je vais parler de lui. Oui, c'est drôle que nos mondes, il y a des similarités dans notre façon peut-être de travailler en microscopique et aussi, mais en macroscopique, on dit, en global, une image en global, et que les traces, et les négatifs et les positifs sont très présents. Mais d'être honnête, ouais, non, on discute beaucoup, mais pas assez. C'est vrai que c'était sympa d'exposer l'un à côté de l'autre pendant que nos expositions étaient en cours. Et ça serait vraiment intéressant de regarder ça de plus près. On a deux petits enfants qui sont jeunes, et je pense franchement que la vie passe tellement vite comme dans une de ces compositions que c'est peut-être maintenant le temps de prendre et digérer tout ça, ça serait très intéressant, oui. Mais oui, il y a vraiment quelque chose en commun sur le négatif et le positif, et le travail très long, très difficile. Oui, tout le monde attend. Moi aussi, j'attends de voir ça. Oui, ils sont tellement beaux, même en mouvement. Quand je fais l'installation, j'ai la chance ici d'avoir peut-être 4 hommes qui accrochent mes tableaux pour moi, 4 personnes. Et quand ils sont en train de bouger dans la pièce, c'est vraiment, je devrais faire une chorégraphie avec, parce qu'ils s'entrecroisent, on les voit des deux côtés. Tout à fait. Donc, j'avais fait déjà les œuvres suspendues au plafond, mais c'est pas la même chose que je pense à un objet plus comme une sculpture qui est raciné au sol. Donc oui, c'est dans mes prochaines, vraiment idées à faire, ouais. Donc c'est une bonne question, et c'est ça qui me rend un peu nerveux avec mon travail. Je ne peux pas dire si ça va prendre 2 semaines ou 1 mois. Normalement, c'est 1 mois minimum, mais ça, c'est quand tout se passe bien. Il y a tellement de modifications, même si après j'ai découpé, je veux changer des couleurs. Même avant que les idées deviennent bien, ça, c'est long aussi. Donc celui-là, c'était presque peut-être 1 an et demi, c'était à l'atelier et ça ne marchait pas. Et puis j'ai fait quelque chose et ça a marché. Le grand, là, il m'a surpris. Ça n'était pas trop long, mais j'adore le contraste difficile dans ce travail. Oui, donc ça peut être 1 mois, ça peut être 6 mois. Il faut refaire des fois, il faut mettre même à la poubelle des fois. Après, j'essaie que ça marche. Ou sinon, je les garde, je les mets à côté, je revisite
c'est vrai que je ne jette pas, en fait. Je les garde peut-être pour intégrer plus tard, ou des fois, je ne suis pas objective, et en fait, l'œuvre est très bien, mais ce n'est pas ce que je voulais à ce moment-là. Donc, oui, c'est la grande question. Combien c'est un film? Qu'est-ce qu'on compte dans le fait de faire l'œuvre? Oui. Parce qu'il y a sa réalisation en tant que pièce, mais il y a tout ce qui précède qu'on a évoqué en discutant. Oui, oui. Voilà, voir votre mère vider les poissons, Oui. se promener le long de la Seine et voir les bouquinistes. Tout ça, ça rentre aussi dans la construction. Oui, tout de à l'œuvre. fait. Alors à quel moment elle commence, à quel moment elle s'arrête? Oui. Peut-être que vous avez déjà commencé les prochaines œuvres sans le savoir. Oui, oui. J'ai déjà dans ma tête beaucoup d'œuvres à faire. C'est vrai que c'est aussi... des fois, je les vois comme des autoportraits, et des fois, mon cerveau est tellement... Quand on est dans le travail, mon cerveau est plein d'idées. On dirait les neurones, des fois, qui se connectent, qui est plein d'énergie, un peu frénétique, peut-être. Je ne suis pas quelqu'un de très calme. Non, j'ai pas commencé le découpage en pensant à lui. C'est venu plus tard, où on se dit, bon, lui, il a fait un trait et c'était assez. Mais moi, je pense que mes œuvres sont plutôt comme les compositions, les peintures. Donc, c'est vrai que peut-être il y a des idées qui viennent sur Fontana, de l'ouverture de la surface, de ces conceptions de l'espace qui sont très intéressants. Mais non, j'avais pas vraiment de tout Fontana en tête au début. Ça me traverse l'esprit, mais c'est pas la même chose. Je pense que je suis plus dans la peinture maintenant. Ouais. Je pense que j'ai des admirations. J'ai toujours, enfin, celles qui restent. Peut-être il m'influence ou il me donne l'inspiration de créer. Par exemple, celles qui m'inspirent, m'influencent, c'est Sam Bowling, Sam Gilliam, Frank Bowling. Vous connaissez Frank Bowling, Sam Gilliam, Sam Gilliam, c'est lui qui fait des tableaux complètement abstraits, mais suspendus dans l'espace, par exemple, qu'on peut voir, qui deviennent des sculptures. Et il est américain. Il vient de mourir juste récemment, Sam Gilliam, ouais. Frank Bowling, qui récemment, il a connu il est connu récemment. Il est à Londres, entre Londres et les États-Unis aussi, New York, qui fait des tableaux en fait très colorés aussi, mais plein d'espoir, mais difficiles quelque part, et en difficulté quelque part aussi. Bon, il y a des grands artistes aussi comme Louise Bourgeois, que je ne peux pas me comparer, mais elle va me donner l'inspiration d'être comme elle, d'être aussi multidisciplinaire, ou c'est quelqu'un que tu regardes et ah oui, j'ai envie de travailler, donc ça c'est une autre sensation. Mais oui, il y en a plein. Mais des fois j'essaie de ne pas trop regarder non plus, parce qu'il faut que je reste sur mon chemin et je veux pas trop être influencée. Ou des fois c'est dangereux, je peux faire quelque chose et le geste me rappelle trop un artiste que je connais, je dis ah mais c'est trop comme il y avait, je l'appelle mon Pierrette Bloch dans la dernière salle qui avec les points d'encre et les répétitions, c'est intéressant l'influence. Je pense que Karsten et ses artistes ont quand même, on parle de ça, de l'inconscient sur moi. Je pense qu'il y en a quand même, et c'est quand même un hommage peut-être à Pierrette. Est-ce que j'ai pas fait exprès, encore une fois, d'être comme Pierrette, mais quand j'ai vu ça, je dis oh non mais c'est trop comme Pierrette, mais ça c'est pas grave, ça c'est génial, c'est un écho, c'est ça. Donc, mais il faut faire attention des fois, oui.
En fait, moi, j'aimerais bien finir de cette discussion avec... En fait, je voudrais bien sûr continuer ces discussions, pas finir ces discussions, mais j'aimerais la finir avec donc cette discussion autour de ton exposition, Georgia, Cells of Light, avec... et aussi, en fait, ces discussions autour de ton geste, en fait, avec donc un extrait de ton dernier livre, Aurélien, qui dit « Au-delà de ce dont l'histoire de l'art et des techniques se souvient, n'y aurait-il pas quelque chose d'autre qui se transmet, se perpétue dans le geste lui-même, dans son incorporation et son approbation ? En plus de transformer la matière, d'imprimer les formes, les gestes perpétuent les êtres. Ils sont de la mémoire, pas simplement un souvenir du passé, mais aussi une promesse d'avenir. » Je trouve que c'est très beau ce que vous racontiez sur l'œuvre commune avec votre fille. Oui. Et je la connais pas du tout, mais j'imagine que voilà, dans 50 ans, en fait, elle aura engrammé votre geste. Oui, oui. Et effectivement, on dit toujours il a ses yeux, il ressemble à sa mère, il ressemble à son père, mais on dit jamais il a le geste de son grand-père, de sa grand-mère, de sa mère, alors qu'en fait, fondamentalement, on copie aussi des expressions, on copie des gestes. Et moi, j'ai eu une expérience comme ça que je raconte justement dans le livre, où j'étais dans la maison de mes grands-parents peu de temps après la disparition de mon grand-père. Et j'ai mis son bleu de travail, j'ai commencé à passer le balai dans le garage, dans son garage qui est une grande grange en bois. Et véritablement, je me suis dit, j'ai eu comme une sorte d'apparition justement. C'est-à-dire, en fait, en reproduisant le geste, il est réapparu, quoi. Oui, alors c'est fugace, c'est tout ce qu'on veut, mais effectivement, je pense que dans le geste, il y a quelque chose qui est véhiculé au-delà voilà, de son opérativité, même de sa signification. Oui. Ça porte aussi les gens qui ont fait ces gestes. C'est ça, oui. Et puis, en parlant de l'avenir, parce que quand on parle de l'environnement, des fois, ça peut peser lourd aussi. Mais j'essaie aussi, dans mes tableaux, de laisser un peu d'air pour qu'il respire et pour que cette œuvre-là, avec les couleurs plus sombres, mon idée, c'était un peu comme les éclats de verre transparents dans l'eau noire, en fait. Donc, c'est comme des vitraux d'une église qui flottent sur la surface de l'eau. Donc, j'essaie de penser à l'espoir, quelque part, de l'avenir, justement. Dans la répétition, il y a l'avenir. Exact. Nietzsche explique ça très très bien en disant en fait la première chose qu'on fait c'est d'abord de se constituer une mémoire pour l'avenir, pour se souvenir de ce qu'on s'est promis de faire. Et finalement la répétition du geste, son incorporation, c'est le premier degré de la projection dans le temps en fait. Mais je pense qu'on rentre dans une époque où la répétition s'arrête aussi, juste de retomber dans quelque chose peut-être négatif ou pas, peut-être c'est pas négatif. Parce que, bien sûr, il y en a qui ne veulent pas des enfants, qui ne veulent pas reproduire, qui ne veulent pas faire des objets, faire des gestes, parce que l'environnement va ailleurs aussi. Donc, c'est la répétition, oui, bien sûr, c'est confortant, mais si la répétition n'existe plus, voilà. Je ne sais pas, peut-être c'est pas mauvais, peut-être. Bon, restons en tout cas avec ce mot de promesse et à venir. Et merci beaucoup à toi, Georgia. Merci beaucoup à Aurélien. Merci beaucoup à vous aussi pour vos questions et votre interaction. Et bon, si vous avez encore le temps de regarder l'exposition, en tout cas, n'hésitez pas. Merci. Merci.